fantôme, Thomasan Kassipiaté. Et ça fait 4 jours qu'on est avec lui dans la formation de mise en scène. Moi, je ne peux pas exprimer en utilisant les mots les sensations qu'il traverse quand il nous parle. Et surtout, c'est une personne qui parle avec le cœur. Et je suis sûr et certain que s'il est là, c'est vraiment pour transmettre, parce qu'il a ça au cœur. Sans trop tarder, ma première question, vous venez d'une famille très spéciale. Votre père, Sotigi Kouyaté, a été considéré et toujours considéré comme un des plus grands acteurs du monde. Il a reçu l'Ours d'argent au Festival de films au Berlin. Il est dit dans le monde que le monde n'a pas encore trouvé un Prospero aussi prestigieux que lui. Vous avez dit ça dans la formation. Il y a votre frère qui est un grand réalisateur aussi et votre maman qui a à un certain moment enseigné aussi le théâtre. Et du coup, voilà. Et si vous le connaissez bien, les Kouyatés sont les griots du roi, comme vous le dites, et les rois des griots. J'aimerais un peu lire un petit passage que vous avez dit dans un interview où vous avez dit: j'ai grandi dans un milieu où l'art est une véritable philosophie de vie que mes parents ont transformée en profession. Donc, si vous voulez déjà commencer par nous raconter, c'était comment vos premiers pas dans le théâtre, dans le conte, sur la scène? Alors, si tu permets, je vais d'abord dire bonsoir. Bonsoir à vous de prendre votre temps et d'être là et qu'on ait ce moment de partage. Et on dit que là où les remerciements reculent, l'ingratitude prend la place. Et je déteste l'ingratitude, donc je vais remercier. Je vais remercier Ménia et le projet de m'avoir donné l'opportunité d'être là et partager le peu que je sais avec vous. Et puis, vous remercier de me permettre de sortir plus tard, plus riche que je suis rentré. Parce que chaque fois que j'ai cette occasion d'aller vers l'autre, j'ai l'impression que je sors plus riche. Et vous êtes tellement nombreuses et nombreux, je pense que je serai beaucoup plus riche que vous. Chacun et chacune. Donc, merci d'être là. En fait, si j'ai dit que je peux raconter mes premiers pas, j'ai menti parce que je ne les connais pas. Et c'est vrai. Et après, mes premiers pas dit dans le monde professionnel, oui, je pense que quand j'écoute mes parents parler, et quand j'écoutais mes parents parler, je crois qu'ils ont été un peu bandits dans le théâtre. Donc, j'ai été conçu là-dedans. Après, ça a toujours été... Mes grands-parents étaient dans le théâtre, les grands-parents du côté du papa, du côté de la maman, mes arrière-grands-parents, tout le monde. Et pour moi, le théâtre, ce n'est pas un métier, c'est ma vie, c'est comme tu l'as dit, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser. Et moi, j'ai appris un autre métier, on en parlera tout à l'heure. Moi, je fais des études de commerce. Je suis diplômé d'HEC à Paris. Par contre, je me souviens que je devais, pour payer mes études à Paris, il fallait que je fasse du théâtre. Je faisais du théâtre, de la musique, des contes pour payer mes études. Et souvent, les gens font le contraire, mais moi, je faisais de la musique, je faisais des contes, je faisais du théâtre, ce qui payait mes études. Donc, j'ai fait parallèlement, j'ai appris mon métier commercial, etc. Mais j'ai vécu parallèlement par le théâtre, la musique, qui sont des choses, pour moi, qui représentent l'essence de ma vie, en fait. Merci beaucoup.
Je vais poser une question bonus pour les gens qui font le théâtre. Votre père a travaillé avec Peter Brook et vous aussi, vous avez travaillé avec Peter Brook pendant 24 ans. Et donc, juste, on aimerait savoir, c'était quoi l'ambiance, l'expérience dans la compagnie de Peter Brook, voilà. C'était comment? Alors, Peter, que si tu m'entends, j'espère qu'ils font du théâtre ensemble là-bas de l'autre côté. Euh, euh, Lui, il ne parlait pas de compagnie, il n'a jamais dit gérer une compagnie, il n'aimait pas ces questions, il n'aimait pas les appellations, les titres, non. Oui, moi je dirais que c'était une famille, pour moi, ça a toujours été ma famille, les Bouffes du Nord, j'ai placé, donc j'ai coupé les billets, j'ai placé, j'ai vendu les billets, je me suis occupé à un moment donné des courriers de Peterborough, après je me suis retrouvé comédien, après je me suis retrouvé directeur de tournée, etc. Donc pour moi, on me parle d'ambiance, mais j'ai eu la chance de côtoyer par contre dans cette maison des femmes et des hommes remarquables. Oui. Et, là, le peu que je suis, c'est un peu le fruit de ces rencontres. Quand on rencontre quelqu'un comme Yoshi Oida, qui est japonais, qui a fait plus de 52 ans avec Peter Brook en compagnonnage, quand tu rencontres Bruce Meyers, Maurice Bénichou, etc., c'est des monuments. Donc, pour moi, j'étais à l'école tout le temps, en fait. Et donc, je dirais que c'est une famille, c'était aussi l'école pour moi. Au lieu de... Je ne l'ai pas vécu comme si j'étais allé au théâtre. C'est très, très bizarre. C'est que après avoir fait une trentaine d'années dans le métier, que je commence à dire que je suis dans le théâtre. C'est très bizarre. C'est quand je commence à vouloir en sortir, en fait. Une autre question pour les entrepreneurs culturels, parce qu'on voulait revenir justement au fait que vous êtes parti en France pour faire les études en commerce, et voilà maintenant, quelques années après, voilà, on connaît que vous avez été à la direction du Tropique à Triumph, qui est devenu la scène nationale de Martinique, maintenant à la direction des francophonies, des écritures à la scène. Et on vous doit aussi la Maison de la Parole au Yélène, Djelila, qui est un centre que vous avez à Bobo Dioulasso, dans la deuxième ville de Burkina Faso. Donc voilà, à un certain moment, vous avez dû choisir. Je sais que c'était un choix évident pour vous de, voilà, de ne pas continuer dans cette carrière de commerce où vous étiez formé pour être géant. Vous avez choisi de créer votre propre boîte pour l'accompagnement. C'était comment ce voyage? Alors, en fait, je n'ai pas beaucoup de plans de carrière, en fait. Ça n'a pas l'air, mais je n'ai pas beaucoup de plans de carrière. Le seul plan de carrière que j'ai, c'est d'être heureux. Donc, quand c'est comme ça, la seule chose que je fais tout le temps, c'est quoi faire pour être mieux demain qu'aujourd'hui. Et très très vite, et quand je faisais le commerce, je voyais mes parents qui faisaient beaucoup de choses, théâtre, danse, musique, cinéma, etc. Et je trouvais qu'il n'y avait pas une pensée scientifique autour de la gestion de leur carrière. Et je me suis dit, moi j'ai une chance. Si c'est tellement long, j'essaie, je réfléchis pour voir comment je résume. Allez, je reviens là. Voilà. Et en fait, mes parents étaient les seuls à faire un certain type de théâtre. Et puis quand il y avait un seul lieu à l'époque, c'était le Centre culturel franco-voltaïque, qui est devenu l'Institut français. Et quand il y avait des spectacles, des fois, c'était cher pour mes amis d'enfance.
On était dans un quartier populaire. Mais moi, j'avais la chance, j'étais le fils d'eux, et on donnait des invitations à mon père, à mes parents, pour sa famille. Donc, nous, on partait tout voir. Et moi, je me souviens d'une chose, et j'ai un copain d'enfance qui voulait aussi aller voir un spectacle, qui est monté sur un arbre très très haut, loin, pour voir le spectacle, qui est tombé. Et voilà, il est mort. Et c'est quelque chose qui a été déterminant pour la suite. J'ai décidé secrètement que je ne vais pas faire le travail que mes parents faisaient, c'est-à-dire faire du théâtre, parce que je vois que ça n'aide pas beaucoup de gens. J'ai dit, je vais faire du commerce, je vais avoir plus d'argent et je vais investir dans des choses culturelles pour que le maximum de personnes aient accès. Voilà, c'est venu de là. Et donc, très vite, à 22 ans, j'ai eu un tout petit peu de moyens. J'ai créé mon premier centre culturel dans le quartier et pour les jeunes. Et ensuite, j'ai créé un deuxième, ainsi de suite. Et c'est parti de là. Et donc, j'ai commencé aussi à penser sur l'accompagnement des jeunes pour qu'ils puissent faire ce métier, s'ils choisissent de le faire. Comment le faire si on le choisit? Puisque moi, j'ai dû penser à l'époque qu'il fallait faire du commerce pour pouvoir atteindre quelque chose. Mais pourquoi ne pas être artiste et pouvoir développer des choses? Donc, ça fait 37 ans, effectivement, j'ai commencé à accompagner, à structurer, à faire des recherches. Moi-même, je me suis encore reformé. Je suis allé à Berlin pour apprendre la mise en scène. Après, j'étais à Swarthmore College, en Pennsylvanie, à Swarthmore, pour faire des recherches sur une méthode de formation d'acteurs. On m'a donné les moyens de réfléchir sur une méthode de formation d'acteurs et j'ai mis en place une méthode de formation d'acteurs sur ce qu'on appelle les 11 forces fondamentales dans ma culture. Et je vais vous les donner rapidement. On dit que chez moi, on dit qu'il y a 11 forces fondamentales. On dit qu'il y a 10 forces matérielles et 10 forces immatérielles. Et que la 11e occupe la position médiane entre d'un côté les 5 forces matérielles et de l'autre côté les 5 forces immatérielles. Et que cette 11e force est constituée d'une parcelle des 10 autres forces. Et cette 11e force, c'est l'homme avec grand H. Et les 5 forces matérielles, c'est la pierre, le fer, le feu, l'eau et l'air. Et les forces immatérielles, c'est les soucis, l'ivresse, le sommeil, la mort et la résurrection. Et on dit que si l'être retrouve ces 10 forces, il retrouve son centre. Donc, j'ai développé une formation d'acteurs autour de ces forces, c'est-à-dire faire travailler les gens pour qu'ils soient pierre, qu'ils soient eau, qu'ils soient fer, qu'ils soient air, et qu'ils utilisent l'ivresse, qu'ils utilisent les soucis, qu'ils utilisent le sommeil et la résurrection. C'est quoi? Comment trouver tout ça? Donc, ça, quand j'ai créé cette méthode, en même temps, je comptais. C'est bizarre. Les gens ont trouvé que je ne comptais pas trop mal. Et je commençais à gagner beaucoup d'argent en comptant. Et c'est bizarre. Et puis, cet argent, je me suis dit, et si je développais l'oralité? C'est comme ça que j'ai créé la Maison de la Parole, parce que je me suis rendu compte qu'on sous-estimait, on négligeait ce patrimoine immatériel et que ça pouvait être un des fondements du développement de nos vies, puisque je cherchais pour que les jeunes trouvent de quoi vivre en faisant de l'art, et j'ai trouvé que le conte était
un moyen aussi, comme le théâtre. Et aujourd'hui, effectivement, on a répertorié, puisqu'il y a quelqu'un qui a fait un mémoire sur ce travail que j'ai fait, il y a 271 professionnels de conte qui sont issus de ça, et de ce travail. Et de fil en aiguille, on a parlé de moi aux États-Unis, en Inde, etc. Et je me suis retrouvé à vraiment créer 17 festivals de l'oralité dans ce pays. Et c'est un hasard, hein, c'est la vie. On dit, ah ouais, là-bas il peut, voilà. Moi je regarde, oui, si je peux, je pars. Et de fil en aiguille, j'ai été effectivement aussi directeur du conte et de l'oralité au ministère de la Culture. Après, je me suis occupé de tout ce qui est conte au bulletin critique du livre français, c'est-à-dire tous les livres autour de l'oralité qui sortaient. Il fallait, voilà, j'étais une des personnes qui devait donner son avis sur la sortie du livre ou les choses vraiment se sont faites comme ça, sans aucun plan. C'est la vie, voilà, et les choses, je les trouve pas mal, et puis je les fais. Et pour finir, pour aller très très vite, j'ai souvent eu la chance d'avoir des amis, des jeunes qui me demandaient conseil par rapport à ces expériences. Je commençais à être expérimenté malgré moi, puisque j'ai pu effectivement travailler sur tous les continents. Tous les continents. Et je peux être miroir maintenant en disant attention, j'ai vu ça là, attention, ça, faites ça. Et je pense que et ça, je me trouve maintenant être un sorte de conseiller un peu partout autour des questions culturelles et artistiques. Et maintenant, j'ai une agence de conseil, d'accompagnement, d'audit qui travaille sur les 5 continents. Actuellement, nous avons un festival en Inde, à Pondichéry. Nous en avons un au Québec. Et nous en avons un au Canada francophone, nous en avons un dans l'Espagne. Voilà, on gère en ce moment 27 festivals là-dessus. On va briser un peu voilà, les codes traditionnels. On est trop loin de vous, voilà. mais... Déjà, ça serait bien que si vous avez une question, vous levez juste la main et vous la posez. Vous parlez souvent que l'humilité dans ce métier, voilà, est un aspect fondamental. Et je vais vous citer un peu, vous disiez toujours, je pense que les autres vont m'appuyer sur ça, chaque personne a une place et chaque personne a sa place. On sait que vous avez signé plus de 70 mises en scène, vous programmez au moins 210 à 220 spectacles par an, vous travaillez dans le monde entier, mais vous avez toujours ce courage de, voilà, de trouver une humilité, une qualité humaine dans tout ce que vous faites. Quelle importance accrochez-vous à ça? En fait, plus tu avances, plus tu te dis que ce que tu sais n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des savoirs. Vraiment, plus tu avances, plus c'est ce que tu te dis. Tu dis, mais en fait, tu n'es rien, en fait. Mais par contre, tu dois faire la politique du colibri. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer ce que tu fais, il faut faire, chacun fait à son niveau. Et effectivement, je dis tout le temps, chacun a une place, chacun a sa place. Il ne faut pas se sous-estimer, Et on est tous riches, mais des fois, on ne connaît pas nos richesses, ce n'est pas de notre faute. On ne nous a pas appris à les connaître, à les détecter. Et deux fois aussi, nous sommes dans des systèmes qui ne nous donnent pas l'occasion de nous exprimer. Nous sommes brimés
par plusieurs choses, le système familial, le système social, politique, etc. Et puis, on n'arrive pas à faire la distinction entre trois choses, qui est ce que je veux, ce que je peux, ce que je dois. Et le fait qu'on n'arrive pas à faire la distinction sur tout ça, on a peur. J'aime fondamentalement la différence. Et donc, j'aime fondamentalement les gens dans ce qu'elles sont. Et ça, c'est fondamental. Et quand tu fais ça, on dit que tu es humble. Non. tu sais, je vais finir avec cette même phrase, tu sais que chacun a une place et chacun a sa place. Si vous n'êtes pas là, moi je ne suis pas là. Vice versa. Déjà, on commence par ça. Moi, je vous le demandais, vous dites que vous avez eu la chance de travailler dans différents continents. Vous êtes ici depuis peut-être une petite semaine. Et je voulais savoir, selon vous, au Burundi, trouve que le secteur culturel est en train de se développer. Quels pourraient être les freins à ce développement culturel? Et du coup, comment je dis on comme si je demandais, pourrait les contourner? Alors, je sais pas si on est d'un pays parce qu'on a la nationalité, le papier, je sais pas. Donc, déjà, le fait de poser cette question, je dis que vous êtes burundaise puisque vous avez une préoccupation pour le Burundi. Je dis ça parce que j'ai, de par mon éducation, on est de là où on est bien. C'est ce que je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas de la maison où elles sont nées, où elles habitent. On est des fois même absent chez son père, chez sa mère. Donc, on est de là où on est bien. C'est ce que je pense vraiment. Si je dis que je connais le Burundi, voilà, je veux dire. Je ne connais même pas encore le Burkina Faso. Mais dans le pays où je suis né d'ailleurs et où je travaille énormément, je vais souvent. Ce n'est pas de la langue de bois. Hein. Moi, je dis toujours ce que je pense. Et ils le savent, je ne fais pas semblant. Donc, je ne connais vraiment pas le Burkina encore. Et je dis toujours, je connais les gens avec qui je travaille, ou je pense connaître quelque chose des gens avec qui je travaille. Donc, en allant très, très, très vite, ça fait 4 jours en fait, je suis là. Et il y a 2 choses que j'aime faire quand je suis dans un pays. J'ai pu faire une, je n'ai pas pu faire la deuxième. Et donc ça me manque. Et quand je suis dans un pays, je vais toujours le matin quand les marchés s'installent. Et je n'ai pas encore pu faire ça ici. Pour moi, c'est quelque chose qui me fait sentir le pays. Et la deuxième que j'ai pu faire, c'est me perdre la nuit dans la ville. Ça fait 2 nuits que je me perds dans la nuit. Et ça me permet de... Et la troisième, c'est le stage que je fais. Ça m'a permis d'entendre des choses. Et puis, j'avais des éclaireurs de ma structure qui étaient là pendant le festival qui a été annulé et qui m'ont fait aussi le compte rendu. Voilà. On avait préparé des choses sur le Burundi et j'ai une amie, Dorine, qui est directrice d'Africalia, qui, ça fait près de 6-7 ans, elle me dit il faut que tu viennes travailler au Burundi, il faut que tu nous aides. Donc Dorine m'a aussi beaucoup parlé du Burundi. Et quand j'ai su que j'allais pouvoir venir, je suis allé lire des choses. Donc je vais dire, ça va, ce que je vais dire va partir de ça. Donc ce n'est pas une connaissance exhaustive de la chose. Cet après-midi, il y a une télé qui me pose la question. Alors c'est super le Burundi, vous voyez, c'est génial et tout. Je dis, vous savez,
chaque fois quand je vais dans un pays, ils veulent qu'on je dise que c'est super. Je dis, bon, on va régler ça, c'est génial, c'est super. Ça c'est fait. Je dis, vous pouvez poser une autre question pour qu'on avance. Et dire, mais voilà, les artistes burundais, ils sont géniaux aussi. Je dis, je n'en ai pas vu beaucoup, donc je ne peux pas dire. J'ai vu les tambours du Burundi, c'est vrai, c'est génial. C'est vrai, je ne suis pas cultivé à un certain niveau. Donc, je n'ai pas pu voir autre chose du Burundi que les tambours. Vraiment, je ne rigole pas. Je les ai vus dans plusieurs continents d'ailleurs pendant des festivals. Le journaliste m'a demandé qu'est-ce que vous pensez, la même question que vous. Je dis, pour moi, en 3-4 jours, avec les discussions que j'ai eues avec d'autres artistes burundais ailleurs, Dorine, d'autres personnes, je pense qu'il y a une volonté, il y a un enthousiasme, il y a une émulation, et ça, c'est indéniable. Et il y a des gens qui font du théâtre, heureusement, nous sommes là. Si c'est une preuve qu'il y a un combat pour ça. Mais la première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? On veut former des amateurs éclairés ou on veut former des professionnels? Et si oui, ça prend du temps. On veut faire. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas se mentir. Professionnel, ça veut dire c'est une profession et s'il y a un marché, on vend un produit, on en vit. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Et pour ça, madame, je sens qu'il y a beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Il manque de la formation. Il manque de l'information. Et le projet, c'est ça qui m'a fait venir. Heureusement, ils ont commencé à former, comme il y a le nom, il y a le terme à la mode, faire des renforcements de capacité. Donc, ils ont, ça a commencé, c'est à la mode. Quels sont les conseils, disons, que vous pouvez prodiguer au passage pour peut-être continuer dans le bon chemin, peut-être multiplier des efforts par rapport à l'amélioration et au renforcement des capacités des artistes burundais? Alors, moi, je n'ai pas de conseils à donner. Moi, je partage le peu que j'ai. Vraiment, le conseiller, ça veut dire que tu sais comment il faut faire. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas le Burundi. Je me dis que c'est donner un peu trop de pouvoir à cette structure. J'aimerais qu'ils aient plus de pouvoir que vous imaginez. Pourquoi j'ai dit ça? L'argent ne vient pas d'eux. Moi, j'ai tendance à parler à ceux qui donnent l'argent. Attention, aider ce projet à ne pas être un projet feu de paille. Je dis Menia et Passac, bravo. C'est ce que j'ai tendance à dire. Mais nous, on est nombreux aujourd'hui ce soir. Ça veut dire aussi qu'il y a une volonté de combat, de lutte. Quelqu'un m'a posé la question hier soir. Deux fois, on se décourage, on se demande s'il faut continuer ou pas. Et je lui ai raconté un conte, peut-être que je vais vous raconter à la fin. Et le conte résume beaucoup ma pensée par rapport à ce type de combat. Je m'appelle Moué Pépita, je suis actrice et en fait, vous avez répondu à ma question avant même de vous la poser quand vous avez répondu. J'ai lu dans votre tête. Mais j'aimerais retourner un petit peu dans votre passé. J'aimerais savoir quelle a été votre éducation avec grand E durant ces 37 ans de carrière. Quelle a été votre formation? À quoi vous vous êtes accroché chaque jour durant ces 37 ans pour continuer à choisir de faire ce théâtre?
Aussi, vous avez dit qu'il ne suffit pas de vouloir faire de théâtre, que ce n'est pas pour les médiocres. Mais je me dis qu'il y a une volonté artistique par rapport au théâtre au Burundi. Et j'aimerais prendre cette occasion pour parler à ces gens-là qui nous soutiennent jusque-là, à ces gens-là qui combattent pour que l'on puisse avoir des ressources, pour qu'on puisse avoir des grands, pour que vous soyez accessibles, vous et beaucoup d'autres personnes, que vous soyez accessibles à nous. J'aimerais vraiment les demander, en arrosant cette fleur qui est notre art, qui est cette graine qu'ils sont en train de planter. Souvent, j'ai beaucoup de pudeur de parler de mes parents. C'est ça quand on me dit mon éducation, mon truc. Oui. En fait, j'ai été formé par mes deux parents sans que je ne sache en fait. Ils m'ont amené tout le temps partout. Ils m'ont fait tenir des textes de certaines personnes. Et après, moi j'ai beaucoup travaillé avec mon père. Je l'ai rencontré 4 fois, mon père. Et ça a été énorme pour la personne que je suis. C'est mon premier professeur en fait. Et j'avais beaucoup de pudeur à dire. C'est quelqu'un qui a créé un lieu de formation qu'il appelait le GPT, le groupe de promotion théâtrale. Et quand je disais qu'il faisait un autre type de théâtre, mon père a commencé dans les années 49-50, il a commencé à faire le théâtre à l'occidental avec un père blanc, le père Feder. Avec le père Feder, toutes les vacances, il prenait des étudiants et des élèves qui voulaient faire du théâtre pendant 2 mois. On était dans un lycée à 15 km de Ouagadougou, à Lumbila, ça s'appelle le lycée des jeunes filles, et on était tous en internat dans les dortoirs. Donc moi, je les ai accompagnés là. 2 mois, on faisait le théâtre, on faisait de la danse, ma mère était chorégraphe. Et par la suite, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en 87, mon père est invité avec mon frère à Limoges, par Monique Blanc, pour un spectacle. Et je suis encore allé en 87 avec eux. Et là, mon père me dit, ça sera bien que, je sais que tu veux faire du commerce, mais ça sera bien que tu sois dans la distribution, quand tu peux. En fait, il m'a mis là-dedans sans que je... Donc, il a été mon metteur en scène. Il a été très, très chiant. Mais très chiant. Je pleurais 2 fois et c'était très dur. Je lui en voulais parce que je ne pouvais pas aller faire du foot avec mes amis et tout. Et il fallait faire du théâtre. Il fallait être musicien, il fallait être chanteur, il fallait être danseur. Il lui dit, pour faire du théâtre, il faut chanter, danser, musicien, il faut bouger. Et il était un peu malade pour moi à l'époque. Et ensuite, il m'a mis en scène sur 7 spectacles pendant que je faisais mes études. Donc, et en même temps, il donnait beaucoup de stages, beaucoup de formations. Mon père ne faisait pas de formation de moins d'1 mois. Il refusait. Il disait que non, c'est de l'arnaque. Lui, bon, c'est de l'autre époque. Hein, parce que maintenant, on te fait en 2 heures, on dit on t'est formé, c'est pas... Et il disait c'est de l'arnaque. Donc, il y avait un endroit qui s'appelait Arta, à la cartoucherie, où il y a le Théâtre du Soleil. Et mon père donnait des stages d'1 mois, 1 mois et demi. Et il s'arrangeait que ça se fasse toujours pendant les vacances. Et moi, je devais être son assistant. Sauf qu'un jour, il vient, il introduit le stage, il dit, voilà, je vais vous dire, c'est mon fils Hassan qui va diriger le stage. Et il s'en va. C'est là que tu sais que tu as atteint un certain niveau. Et donc, ça, c'est l'endroit où ça commence à basculer entre nous. Et après, on se trouve collègues au Bouffe du Nord.
c'est la deuxième fois que je le rencontre. Donc on est à égalité. La troisième fois, moi je deviens son supérieur au Bouffe du Nord parce que j'ai fait les études de commerce en plus. Donc je m'occupais des tournées, etc. Et la quatrième fois, je le salariais. Il était dans mes mises en scène de moi. Et un jour, il m'a dit, mon fils, pardonne-moi, je voulais que tu sois mieux que moi. Et je vais te dire, je ne jouerai plus avec un autre metteur en scène, sauf toi. Et il a tenu sa parole, il est mort en n'étant que mon comédien. C'est la quatrième fois où je l'ai. Voilà comment je fais mon parcours.